Hey, salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Hey Zogma, à quoi tu joues. Aujourd'hui au programme on aura le très attendu Terraforming Mars, le jeu de dés. On aura 300, la version solo créée par Indécent Solo. On jouera également à Bonsaï, vous avez été nombreux à me demander parce qu'il traînait ici. Vous voyez que maintenant il était remplacé par Terre d'Arles, que je n'ai pas encore essayé donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Et enfin on parlera d'un jeu absolument pas solo puisque c'est un jeu jouable à deux uniquement. Dracula versus Van Helsing. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller directement dans le timer de la vidéo pour aller à la partie qui vous intéresse. Et petite nouveauté, en description d'habitude il y a des liens Ludum affiliés, il y a désormais aussi des liens Philibert, histoire que vous puissiez avoir le choix. Donc on commence tout de suite avec probablement le jeu qui vous aura le plus fait cliquer pour avoir mon avis sur Terraforming Mars, le jeu de dés, toujours fait par Intrafin Games, en tout cas localisé par Intrafin Games, c'est toujours un jeu des frères Frixelius, Jacob et Daniel, donc clairement on va être totalement dans l'ambiance Terraforming Mars, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau du design, on aura toujours cette Mars qu'il va falloir terraformer, hein, c'est dans le titre, et puis surtout on aura surtout ces illustrations toujours un petit peu discutables, c'est pas le plus beau jeu du monde, mais finalement quand on achète un Terraforming Mars, on veut cette licence, hein, si vous achetez un jeu Pokémon, vous voulez voir des jeux Pokémon, bah là, on est dans l'ambiance Terraforming Mars. Alors c'est le troisième jeu de la licence, il y a eu Terraforming Mars tout court, que je n'ai jamais joué pour le coup. Il y a Terraforming Mars Expedition Hades que j'ai fait, que j'ai acheté, j'ai fait quelques parties, et même si je reconnaissais qu'il y avait probablement une grosse profondeur, probablement moins importante que dans le vrai jeu, je trouvais que c'était un peu complexe. Commencer à jouer à Terraforming Mars Expedition Hades en solo sans avoir connu des parties multijoueurs où il faut en un certain timing réussir à totalement terraformer Mars, ça me semblait ultra complexe. Les parties du coup un peu à rallonge où on réfléchit beaucoup, etc. J'ai fait 2-3 parties et j'ai décroché. Probablement une grosse profondeur, mais il faut vraiment s'investir dans le jeu pour réussir. Et donc, un jeu encore un peu plus accessible. Le jeu de dés, je me suis dit, c'est parfait. En plus, il y a du dé, j'aime bien ça. Et là, clairement, on est beaucoup plus accessible. La partie va être toujours assez longue, c'est quand même 1 heure pour une partie solo, ce qui est quand même assez conséquent. Et là, contrairement à une partie de jeu multijoueur, eh bien on va quand même devoir terraformer l'entièreté de Mars. Là où en multijoueur on doit faire que 2 des 3 paramètres, à savoir la température, l'oxygène et puis les océans. Là on doit faire la totale en 50 tours. 50 tours dans lesquels vous allez faire à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que soit vous allez faire une phase d'action, où vous allez avoir une première partie, vous allez récupérer des ressources, généralement vous allez récupérer un dé d'un certain type de couleur, et sur chacun de ces dés, il y a 6 faces, 3 faces qui sont une ressource commune, 2 faces une ressource peu commune, et une face une ressource rare. Vous lancez le dé et ça vous donne la ressource, vous ne pouvez plus bouger le dé, sauf si vous utilisez des actions qui vous le permettent. Et ces ressources-là, vous allez pouvoir les dépenser dans une deuxième partie de votre phase d'action, c'est-à-dire que vous avez des cartes en main. Sur ces cartes, il y a écrit qu'il faut dépenser telle ressource pour pouvoir jouer la carte qui peut être un bonus immédiat, la carte qui peut être une action que vous pouvez utiliser une fois par manche, entre guillemets, ou alors une carte qui va permettre d'augmenter vos ressources lors des phases de ressources. Ça, vous avez l'habitude, ça reprend vraiment les mêmes mécaniques. Et donc, ça va être un jeu où on va essayer de construire un moteur. On voit vraiment une montée aux puissances au fur et à mesure du jeu, d'autant plus qu'à n'importe quel moment, vous pouvez faire une phase, ça prend votre tour de jeu, une phase de ressources. Dans ce cas-là, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez si votre main ne vous plaît pas, et en repiocher jusqu'à 5. Si vous en avez déjà 5, eh ben, vous en piochez pas plus. Mais surtout, vous retirez tous vos dés, sauf 3, vous en gardez 3, et par contre, là, vous avez accumulé des cartes de ressources au fur et à mesure de la partie, donc vous allez récupérer de plus en plus de dés. La première fois que vous allez faire cette action-là, vous allez peut-être récupérer 3 dés, et à la fin de la partie, c'est assez fréquent qu'on en récupère une douzaine. C'est pas pour ça que vous allez pouvoir tout faire de vos dés, parce que forcément ces dés vous les lancez, et des fois moi ça m'est arrivé sur des parties où j'avais tout le temps les ressources ultra rares, une chance sur 6, mais finalement j'en avais pas besoin, j'avais besoin de ressources communes. Mais il y a vraiment cette montée en puissance, vous avez de plus en plus d'actions optionnelles que vous allez débloquer, vous avez de plus en plus de dés, et donc vous arrivez de plus en plus facilement à augmenter la température, à mettre des océans, etc. Mais ça reste un jeu de dés, donc il y a quand même beaucoup d'aléatoires. Faut vraiment, alors c'est compensé par le fait que vous chopez de plus en plus de dés, mais des fois il y a vraiment des parties qui peuvent mal se passer en fonction des cartes que vous tirez, en fonction des lancers de dés que vous faites. Il y a des parties qui vont être plus ou moins frustrantes, mais ceci dit, le jeu reste très accessible. Dès les premières parties, on va être à pas grand chose de finir la terraformation, on la finira peut-être pas, mais on sentira que c'est assez facile, qu'il n'y a pas non plus 15 000 stratégies à appréhender, en tout cas pour réussir à finir le jeu, parce qu'en solo il faut terraformer, mais bien sûr il faut faire le meilleur score possible, et là c'est là où il y a de la profondeur, c'est là où il y a de la chance avec les dés, mais c'est là où il y a de la réflexion sur quelle carte il faut garder, quel combo il faut que je réussisse à faire, etc. Et finalement ça reste un jeu très accessible au niveau des règles, très aléatoire, mais avec quand même de la profondeur. On pourrait croire que c'est un jeu ultra familial, pas du tout, c'est quand même plutôt un jeu initié, et avec
une belle rejouabilité parce que ce n'est pas si simple de faire des beaux scores. Franchement, un jeu que j'aime beaucoup, clairement, il détrône Expedition Ares. Je pense qu'Expedition Ares, d'ailleurs, je le vendrai parce que beaucoup trop lourd à sortir en solo. Là, au moins, ça passe très très bien et puis il y a toujours le plaisir d'aider. Une vidéo est déjà tournée, bien sûr, elle sortira la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Je n'ai pas encore fixé totalement le planning. En tout cas, une belle découverte. Je suis bien content de me l'être acheté. On va parler maintenant de 300, la Terre et l'eau de Nuts Publishing, un jeu initialement de Yasushi Nakaguro, illustré par Antonio Stappert. C'est un jeu qui est sorti peut-être il y a 4-5 ans, je ne sais pas, 2020, il y a 3 ans, bon, ok, c'est pas si vieux que ça. Un jeu qui va retracer cette guerre, cette bataille mythique, la bataille des thermophiles. Peut-être une bêtise, en tout cas, cette guerre qui va affronter 300 soldats grecs contre des milliers perses. On connaît le comics de Miller et surtout vous connaissez le film qui est probablement plus connu que le comics. Et bien là, on va se proposer dans ce jeu-là d'affronter ces deux armées. Vous allez choisir votre camp, les Grecs ou les Perses. C'est un jeu uniquement jouable à 2 joueurs, sauf que Arié de la chaîne Indécent Solo a proposé un mode solo à Nuts qui a été validé. Et pourquoi cette version-là est sous blister, c'est que moi, ce jeu-là, sachant que ce mode solo allait sortir, je l'ai acheté et dans une vente privée dans la boutique près de chez moi, je l'ai récupéré à 6 €. Et puis finalement, il a mis du temps à arriver parce que c'est des ventes privées, forcément, c'est de la précommande. Et entre-temps, j'ai l'éditeur qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait. Donc comme ce jeu-là a mis du temps à venir, j'ai accepté la demande. Du coup, je l'ai en double. Probablement que ce jeu, je veux l'offrir dans un prochain concours, peut-être pour l'un de la chaîne, peut-être pour les 3000 abonnés, on verra. Ceci dit, celui-là, il est sous blister et il était plus accessible, donc c'est celui-là que je vous montre. Dans ce mode solo, finalement, ça va changer un petit peu les mécaniques du jeu. On va faire un bref résumé. Normalement, c'est un jeu asymétrique. Une partie va jouer les Grecs, l'autre partie va jouer les Perses, et forcément, il y a du côté historique une asymétrie dans les forces. Il y a beaucoup moins de Grecs que de Perses. Or, par contre, les Grecs sont beaucoup mieux formés au combat. Et ça va vraiment se ressortir au niveau du gameplay, c'est-à-dire que les Perses vont avoir beaucoup plus d'unités, beaucoup plus de points d'action pour recruter des bateaux, des Perses, etc. Sauf que, ça va être un jeu d'affrontement, on va essayer de conquérir la map, et donc, s'il y a des unités qui sont sur la même ville, ça entraîne un combat contre les Grecs et les Perses. Les Perses, ça va jouer en fait un lancer de dés. Celui qui fait la meilleure valeur au lancer de dés, va gagner le combat. Sauf que les Perses, à l'extérieur de la Perse, ils ne pourront jamais faire plus que 4, alors que les Grecs, eux, peuvent aller jusqu'à 6. Donc certes, peut-être que dans une ville, il n'y aura que 2 Grecs et 5 Perses, mais les Grecs auront plus de chances de faire une plus grosse valeur et donc de battre. Et ça, c'est assez malin, d'autant plus qu'on a chacun un paquet de cartes avec des actions. Soit vous l'utilisez, vous la défaussez, c'est un point d'action, donc vous faites un déplacement, vous déplacez un navire, vous déplacez une unité de soldats, en tout cas vous déplacez tout un pan de soldats d'une ville à une autre, soit vous faites l'action sur la carte, et ça c'est assez malin, assez fort. Il va falloir gérer le nombre de cartes qu'on pioche à chaque tour, parce que quand vous n'avez plus de cartes, vous n'avez plus d'actions possibles. Mais si vous prenez trop de cartes, vous n'avez pas assez d'argent pour installer des soldats sur votre carte, donc ça va être très stratégique. En multijoueur, ça va être super sympa. On pourrait croire au départ que c'est assez déséquilibré, qu'un côté est plus fort que l'autre, mais je pense qu'en jouant bien, en ayant l'habitude, je pense que c'est assez carré. Au niveau du solo, ça change un petit peu le jeu, c'est-à-dire que vous jouez forcément les Grecs, vous jouez les gentils, entre guillemets, même si je ne sais pas si les Grecs étaient forcément plus gentils que les Perses, je n'en ai aucune idée, je n'étais pas là. Mais en tout cas, là, vous jouez toujours les Grecs. Vous arrivez d'ailleurs en cours de la bataille, puisque vous arrivez sur les 3 dernières manches, alors que normalement une partie c'est 5 manches, là il y en a 2 qui sont déjà entamées, et puis les Perses sont déjà en train un petit peu de gagner. Le but, ça va être de récupérer la majorité, et ce qui va être assez troublant, c'est que toutes les actions des Perses vont être faites selon un arbre décisionnel, en fonction de si les Perses gagnent, s'il y a égalité ou si vous gagnez, les choix vont pas être les mêmes, et à chaque fois vous lancez un dé. Ce dé va dire si les Perses développent un soldat, déplacent des navires, s'ils attaquent une ville, etc. Et ça va correspondre à un ordre bien particulier. Globalement, ils partent de chez eux et puis ils arrivent jusqu'à Athènes, puis à Sparte. Mais lorsque vous allez lire les règles les premières fois, lorsque vous allez faire les premières parties, vous allez être un petit peu paumé. Vous allez tout le temps revenir aux règles. Moi, je jouais avec l'écran d'ordinateur allumé pour avoir les règles sous les yeux parce que j'avais un petit peu de mal à savoir si je faisais pas d'erreur, dans quel ordre c'était, etc. Mais finalement, au bout de 2-3 parties, vous avez compris et là, vous ne revenez plus jamais aux règles. Donc, il y a un petit peu de temps d'adaptation pour jouer à ce mode solo, mais une fois que c'est parti, c'est parti. C'est sympa parce que vous pouvez jouer à un jeu stratégique quand même, un jeu de majorité, un wargame en solo et c'est pas si fréquent que ça. Par contre, clairement, je préfère le jeu en multijoueur, bien que je n'y ai pas joué en multijoueur, parce que les Perses, eux, vont jamais utiliser les pouvoirs des cartes. Alors que c'est
pouvoir des cartes, ça permet de faire vraiment des éclats, des choses, des points, des faits militaires assez sympas. Forcément, ça serait trop compliqué à gérer, hein, c'est parfaitement logique, mais vous perdez un petit peu du plaisir du jeu. Pareil, les cartes que vous piochez, il y a certaines cartes que vous ne pourrez pas jouer parce que ces cartes-là permettent d'annuler certains événements que les Perses vont déclencher avec les cartes. Mais ils ne déclenchent pas les cartes, donc ces cartes-là, vous les avez, c'est des cartes un peu mortes, vous ne pouvez que les défausser pour vous déplacer. Donc vous perdez une partie du gameplay, en plus vous êtes obligé de jouer les Grecs, et autant quand vous jouez avec un vrai joueur, vous pouvez faire une victoire totale, c'est-à-dire arriver sur les capitales perses et les assiéger. Si vous arrivez à choper ces deux capitales, eh bien vous avez gagné. Là, en solo, c'est impossible, clairement, les Perses ont des dizaines et des dizaines de troupes dans leur capitale, il va vraiment falloir jouer des petits coups, des petites prises de majorité pour gagner par-ci par-là un petit point, etc. Vous avez moins cette possibilité de faire, eh bien, de foutre une grosse branlée aux Perses, ce qui est le rêve forcément de tout grec, hein, vous le savez très bien. Donc c'est sympa, ça permet de jouer à un jeu thématique de positionnement en solo, mais clairement on perd quelque chose par rapport au multijoueur. Ceci dit, c'est un jeu qui a l'air d'être vraiment très sympa en multijoueur. J'y jouerai jamais parce que c'est pas du tout le type de jeu de ma compagne, mais je suis bien content de l'avoir découvert quand même. C'est quelque chose de très original et c'est assez rare que la thématique soit aussi bien imbriquée dans le gameplay. Donc franchement, plutôt une belle découverte. Ça se joue bien en multijoueur du coup. Vous pouvez le trouver pas cher d'occasion et sûrement encore dans quelques boutiques. Et si jamais, il y a un mode solo pour vous entraîner tout de même. On va enchaîner sur Banzai, un jeu édité par Gigantic, un jeu de Rosaria Battiato, Massimo Borzi, Martino Ciacchera, illustré par Davud Mogodami. Ils sont plusieurs pour faire ce petit jeu de pose de tuiles très simple. Alors c'est fait par Gigantic, peu de temps après Dorfromantik. Je ne sais pas si le choix du planning de sortir deux jeux de tuiles en même temps, de la même difficulté, c'était le meilleur choix stratégique, parce que clairement celui-là, il va être totalement évincé par rapport à Dorfromantik. Mais c'est comme ça a été fait comme ça, je n'y suis pour rien. C'est un jeu très simple, très zen, où on va construire son bonsaï. On commence avec un petit pot et on va faire construire ce bonsaï en plaçant des tuiles. Vous avez des tuiles qui représentent les troncs, des tuiles qui représentent les feuilles, des tuiles qui représentent des fleurs et d'autres des feuilles, ou des fruits plutôt, parce qu'il y a tellement de mots là que je me suis perdu dans ma phrase. Et moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est clairement de faire notre petit bonsaï. Entre chaque partie, il va avoir un petit design différent, c'est très sympa à la fin du jeu, qui est assez chill, c'est assez rapide, une partie c'est 30 minutes, c'est pas trop prise de tête, de voir un beau petit bonsaï, vous l'avez fait partir à gauche, vous l'avez fait un peu penché, ou au contraire vous avez fait un très aérien, ça c'est très sympa. Comment ça se passe? Eh bien, vous avez une sorte de parterre de fleurs sur le côté qui va vous dire que vous avez le droit d'avoir jusqu'à 5 ressources maximales à ce moment-là, et lors d'une phase de plantation, j'ai plus le terme technique, eh bien vous avez le droit de planter, d'utiliser ces types de tuiles-là. Et en fait, vous avez une rivière, à chaque tour, vous allez récupérer une carte. Cette carte-là, soit c'est un outil, vous le mettez à gauche de votre petite réserve, et du coup, ça va augmenter le nombre de tuiles que vous pouvez avoir en stock. Ou alors, vous prenez une carte croissance, ce sont des cartes qui se mettent à droite de votre zone de jeu, et dans ce cas-là, ça va vous donner finalement des tuiles potentielles que vous pourrez utiliser lors de votre action de plantation. Mais attention, vous ne pouvez les poser que si vous les avez en stock. Alors comment vous récupérez en stock? Justement, quand vous prenez une carte, en fonction de la position sur la rivière, vous prenez plus ou moins de tuiles. Il y a également d'autres cartes qui permettent de donner des scorings, d'autres cartes qui permettent de récupérer des tuiles bonus, mais globalement, vous allez devoir gérer le nombre de tuiles maximales que vous allez placer, vous allez devoir gérer les tuiles que vous allez pouvoir placer lors d'une phase de pause, et ça en un temps assez court, parce que ça va être assez rapide une partie. Donc voilà, vous allez construire, vous allez mettre vos troncs sur vos troncs, vous allez mettre vos feuilles sur vos feuilles, vous allez mettre vos fleurs, etc. Et puis en multijoueur, vous avez des objectifs. Le premier qui atteint cet objectif marque les points. À ceci près que ces objectifs-là sont en plusieurs niveaux. Quand vous atteignez le petit niveau, vous décidez, soit je le prends, je marque les points et je ne scorerai plus cet objectif, soit je l'abandonne, je fais une croix sur ce scoring-là et je tente l'objectif supérieur, quitte à avoir 0 points si je n'ai pas réussi. Ça, c'est assez sympa. Ça marche plutôt bien et ça fait que ça dirige un peu notre stratégie sans forcément nous l'imposer. Parce que vous avez 3 objectifs, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les 3 objectifs. En solo, il y a un scoring à atteindre en fonction de la difficulté que vous vous donnez, mais surtout vous êtes obligé de valider au moins 3 objectifs, que ce soit les objectifs de faible niveau ou les objectifs de gros niveau. Bien sûr, si vous voulez atteindre l'objectif, le scoring à atteindre, vous êtes quand même clairement incité très fortement à faire les scorings de gros niveau, de grosses difficultés, et ça m'embête, parce que du coup, si vous voulez faire un bonsaï efficace, finalement, vous êtes obligé de forcer une stratégie et ces stratégies font que vous êtes quasiment toujours obligé de faire le même bonsaï.
Ce qui fait que moi, qui est mon plus gros plaisir, c'est de regarder mon petit bonsaï en fin de partie, eh bien ça me retire ce plaisir-là, parce que je suis obligé de faire toujours le même bonsaï, donc si mon bonsaï ressemble toujours à la même chose, bah, j'ai pas envie de le regarder, forcément je le connais par cœur. Et ça m'embête un peu. Vous avez quand même des scénarios en solo qui, en plus de cette règle de base, vous imposent des règles, vous imposent des objectifs particuliers et des fois des petits twists au niveau du gameplay et toujours un scoring à atteindre. C'est pas mal, il y en a 5 différents de difficulté croissante, les derniers sont quand même sacrément costauds, mais ça nous permet de modifier un petit peu notre stratégie, de manière de jouer. Et moi, clairement, je trouve que ces objectifs sont un peu trop dirigistes, donc ben moi, tout simplement, je retire un des objectifs, je dis qu'il n'y en a plus que 2 au lieu de 3. Comme ça, j'ai un peu moins de restrictions, je peux un peu plus faire le bonsaï que je souhaite, ça permet vraiment bien d'avoir un jeu détente. Moi ce que j'aime c'est justement faire mon petit arbre sans trop de prise de tête, etc. Et donc si j'ai trop d'objectifs qui m'imposent de faire mon bonsaï de telle manière, j'aime moins. Donc voilà, j'ai changé un peu les règles, je joue d'une manière plus simpliste, mais j'ai plus de plaisir pour ce jeu qui finalement est plutôt mignon, hein. C'est des couleurs très sympas, c'est japonais, on fait notre petit arbre, ça marche bien, mais finalement du coup, avec les règles de base, je le préfère en multijoueur qu'en solo. Et sinon, en solo, eh bien, je retire quelques petits objectifs. Voilà, ça c'était mon avis sur Bonsaï. Il y aura une partie, je pense, jeudi prochain. La partie est déjà tournée. Il n'y a plus qu'à la mettre en ligne officiellement. On va parler maintenant de Dracula versus Van Helsing que je ne possède pas parce que j'y joue sur BGA. D'ailleurs, je n'avais absolument pas prévu d'y jouer parce que c'est un jeu de pli et que je ne suis pas spécialement fan que ça. Mais j'ai joué à un jeu sur BGA et quelqu'un qui regarde mes vidéos m'a reconnu, m'a proposé de jouer aussi à ce jeu-là. Donc j'ai testé. Il m'a battu sur toutes les parties, j'en ai gagné quelques-unes après en solo. Mais finalement, c'est un jeu qui est plutôt sympa. C'est un jeu où il va y avoir Dracula contre Van Helsing dans un jeu de pli. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une petite ville, avec, divisée en 4 secteurs, et dans chacun de ces secteurs, il va y avoir 4 victimes. Dracula doit bouffer 4 victimes d'un seul secteur. Peu importe, il n'a pas besoin de les bouffer toutes, juste un seul secteur où il doit manger les 4 victimes. Van Helsing, lui, doit tuer Dracula en lui retirant tous ses points de vie, je crois qu'il a 15 points de vie. Et donc finalement, vous avez 4 quartiers et vous allez avoir directement en début de partie une carte face cachée devant chacun de ces quartiers, votre adversaire au-dessus. Et c'est un jeu de pli. Donc finalement, vous allez piocher la première carte de la pioche et vous allez la jouer sur une des zones. Quand vous la jouez sur une zone, vous en défaussez forcément une et en défaussant une carte, vous activez son pouvoir. Les pouvoirs sont assez simples, ça va être de pouvoir modifier la position de vos cartes, ça va être de pouvoir de révéler des cartes de l'adversaire ou de révéler certaines de vos cartes, ça c'est plutôt un malus. Pourquoi ? Parce que forcément c'est un jeu de pli, donc à la fin de la manche, celui qui a une valeur de 8, parce que ça va de 1 à 8, gagne quasiment à tous les coups. Celui qui a une valeur de 1 a de grandes chances de perdre, et donc forcément vous allez avoir envie de retirer vos cartes de valeur 1, parce qu'elles seront toutes pourries, donc quand vous défaussez une carte de valeur 1 pour mettre toujours une carte plus forte, et c'est normal, vous avez un malus. La carte numéro 1, c'est la plus faible. Si vous la défaussez, vous améliorez votre plateau, et donc vous avez un malus, vous devez révéler une de vos cartes. Au contraire, si vous défaussez une carte de valeur 8, qui est la plus forte, c'est censé être une carte qui vous est gagnée à tous les coups, donc vous avez un pouvoir qui est assez fort, ça contrebalance, c'est assez sympa. Et c'est un jeu de pli, donc vous avez à chaque partie un atout qui est validé. Si jamais vous avez 2 cartes de même valeur, il y a une puissance des couleurs, et si par contre c'est l'atout qui est là, il gagne à tous les coups, sauf si c'est un atout d'une valeur plus forte. Donc voilà, c'est un petit jeu de pli avec un peu de position, de stratégie. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite asymétrie au niveau de la difficulté, c'est que Van Helsing, lui, doit retirer des points de vie. Donc il s'en fout de où il est majoritaire, etc. Il essaie juste de faire des dégâts. Là où Dracula, comme il doit faire 4 victoires, manger 4 personnes sur un territoire, il va devoir réfléchir un peu plus, j'ai l'impression, au niveau des positionnements. Alors je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit déséquilibré, mais moi j'ai joué surtout Dracula sur BGA. J'ai un taux de victoire quand même pas trop mal, mais j'ai l'impression quand même que je suis toujours ultra tendu, là où Van Helsing finalement n'a pas tout de suite ce stress, parce que si dès le premier tour, quand vous jouez Dracula, vous perdez toutes vos zones, parce que finalement vous avez un tirage de cartes dégueulasse, parce que qui dit jeu de pli dit on est dépendant des cartes, donc il peut vraiment y avoir des manches où il y a beaucoup d'aléatoires, si à Dracula dès le premier tour vous avez perdu 4 points de vie, vous êtes déjà un petit peu en stress, là où Van Helsing n'a pas ce stress là directement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une toute légère asymétrie au niveau des puissances, mais ça serait à creuser un peu plus. Ceci dit, j'aime beaucoup, j'aime pas les jeux de pli, mais là c'est quand même assez intéressant d'utiliser ses pouvoirs pour essayer d'un petit peu de brain l'adversaire, etc. Je trouve que ça marche plutôt bien. En plus sur BGA, c'est parfait, ça vous automatise un peu les gestions, ça vous rappelle quelles sont les cartes que vous avez vues de votre adversaire, c'est assez pratique, assez bien fait, franchement un jeu que je conseille. Alors
C'est peut-être un petit poil long en fonction des parties, surtout en fonction de la manière de la personne en face est réfléchie, mais franchement c'est quand même plutôt une belle découverte. Je suis à pas grand chose de me l'acheter en physique, mais je sais que ma compagne, elle n'y jouera jamais, puisque Dr Jekyll et Mr Hyde est toujours sous blister, parce qu'elle n'a jamais été intéressée, et que clairement c'est dans la même veine. Voilà, j'espère que ça aura quand même été assez clair, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un peu claqué, et j'espère que c'était quand même plutôt ok. Si c'est pas le cas, bah, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de ces jeux, dites-moi, parlez-moi des jeux auxquels vous avez joué, puis on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.